Bien, merci. Je vous remercie beaucoup parce que nous savons tous que l'industrie financière est le noyau atomique des nouvelles formes d'organisation de l'économie. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir la réflexion qui peut être la vôtre. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'ouvrir s'il y a des questions réciproques autour de la table, et ensuite on ouvrira la discussion plus largement. Oui, Philippe? Moi, j'ai une question. Deux questions. Comment ça se fait-il qu'Apple, ça a mis 20 ans qu'on découvre que ces pratiques en Chine n'étaient pas si terribles que ça? Et la deuxième, c'est combien de sociétés qui produisent des biens intermédiaires ont un besoin de réputation. C'est-à-dire que moi, je suis une entreprise, par exemple, qui produit des clous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi? Je veux dire derrière ça que, d'une certaine façon, il y a quand même une illusion. Je trouve Apple montre bien l'illusion de suivi parce que c'était quand même assez énorme et ça met un certain temps. De l'autre côté, il y a toute une série d'entreprises qui n'ont pas besoin d'avoir une réputation. Si on fait des pneus de tracteur, je ne pense pas qu'il va y avoir une manifestation d'ONG pour les pneus de tracteur construits de façon fer et machin chouette. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas couverts du tout par votre activité parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir une bonne réputation, parce que personne ne s'en occupe? Alors vous avez raison, il y a des secteurs sur lesquels le risque de réputation est beaucoup plus impactant, sur lesquels en fait la valeur de la société est essentiellement fondée sur l'image et la marque. Donc c'est d'ailleurs pas par hasard que dans le drame du Rana Plaza, il n'y avait aucun acteur du luxe, par exemple. C'était des acteurs intermédiaires. Vous avez trouvé des H&M, des Auchan, etc. Mais vous n'avez pas trouvé d'acteurs du luxe parce qu'ils ont déployé depuis déjà un certain temps, ils ont sécurisé leur chaîne fournisseur. Ils l'ont voire même intégré, ce qui est la meilleure façon de le sécuriser. Et c'est un sujet qu'ils essayent vraiment d'atténuer parce qu'ils ont bien compris que l'impact final sur la marque de l'entreprise serait absolument clé. Maintenant, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Franchement, je ne pense pas. Je pense que le déploiement des chartes éthiques, l'exigence, on est dans une chaîne de valeur, on est dans un espèce d'écosystème. Alors, il est évident que dans les modèles consommateurs, ce qu'on appelle en anglais le B2C, ces enjeux de réputation sont évidemment clés parce qu'on impacte le consommateur au final. Mais je crois que même dans les secteurs intermédiaires et même dans ce fameux B2B, on a une dynamique sur la prise en compte de ces sujets qui fait que c'est sans doute moins important en termes économiques, en termes d'impact, mais que ça joue à tous les niveaux de la chaîne et même au niveau très simple du management du capital humain, de l'attraction, de la capacité de l'entreprise à attirer des talents, etc. Et qu'on est face à des générations montantes qui prennent ces questions-là en considération, donc qui vont regarder plus facilement. Oui, dans les années 80, quand la question de la responsabilité des entreprises s'est posée pour la première fois pour la société civile, la tromperie du message a été la première piste. Aux États-Unis, l'affaire Nike, qui avait conduit à un arrêt de la Cour suprême, ça a été la première piste. À un moment donné où la question de la réputation éthique était encore très peu mondialisée. Mais là, il y avait eu une situation très caricaturale. Juste deux mots. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette et que les trous deviennent de plus en plus invisibles. Je pense qu'il y a une catégorie d'entreprises qui vont devenir de plus en plus réactives aux risques éthiques. C'est les entreprises, évidemment, qui sont dans une relation directe avec le consommateur. Mais en même temps, il faut nuancer. Les entreprises peuvent ne pas être en relation directe avec le consommateur et considérer, même s'il n'y a pas de pression du consommateur éthique, que leur actif va être valorisé en offrant une image d'une certaine respectabilité. Donc il n'y a pas non plus de principe de proportionnalité mécanique entre l'intensité de la réputation éthique et le lien avec le consommateur. Première idée. Deuxième idée, il y a quand même un monde dans la mondialisation qui reste relativement réfractaire à l'image éthique, même si on sent ici ou là un peu de mouvement, c'est la planète finance. Goldman Sachs n'a pas encore communiqué sur le sort des ours blancs et des abeilles. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, dans la feuille de route de Goldman Sachs et des grands fonds d'investissement américains et anglo-saxons, la question de la réputation éthique n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. BNP, les grandes banques françaises, commencent à être sensibles et quand elles sont attaquées pour financer
des projets qui ne sont pas des projets green et des projets verts, mais c'est un mouvement qui va être très long, très difficile. Ça va être une course d'obstacles. Je termine en disant que Sherpa avait lancé 2 procédures pour pratiques commerciales trompeuses contre Samsung, rapport d'ONG américaine, qui montrait que des tablettes étaient fabriquées par des enfants la nuit dans des conditions absolument inhumaines. Bon. Et Auchan, le premier discounter éthique, on va sur le site internet d'Auchan, le premier discounter éthique. On a trouvé des étiquettes de produits Auchan dans les ruines du Reza Plaza. Eh bien, les 2 procureurs saisis ont classé sans suite il y a quelques mois. On va reprendre l'initiative judiciaire et j'ai la faiblesse de penser, sans tomber dans je ne sais quel complotiste vulgaire et stupide, j'ai la faiblesse de penser que c'est une question juridique qui devra être posée jusqu'à la Cour de cassation, ou alors il faut que le législateur s'empare de la loi pour la rendre plus normative et plus contraignante. Mais j'ai la faiblesse de penser que le climat très entreprisophile qui existe aujourd'hui n'est pas étranger à la décision de ces 2 procureurs. Vous aviez... Pardon ? Je vous assure que si. Mireille, vous aviez une question ? Oui, je voulais d'abord dire qu'il était réconfortant d'entendre M. Pochet dire à quel point il prenait conscience de l'importance de changement de modèle face à la mondialisation, à la globalisation. Et je crois que c'est important parce qu'effectivement, on a besoin que les syndicats soient très présents aussi sur cette scène-là. Je pense qu'il y avait une étude sur les saisines des points de contact de l'OCDE par les ONG, par les syndicats. Et je crois que les syndicats faisaient moins de saisines que les organisations non gouvernementales, alors que c'est important parce que c'est le moyen de constater qu'il y a un manquement au principe de l'OCDE. Alors en même temps, ce que je voulais vous demander, c'est dans quel sens vous employez le mot responsabilité, parce que quand nous avons parlé de la responsabilité des États et des entreprises, c'était en prenant le mot pas seulement dans le sens responsabilité prise en charge d'un problème, mais responsabilité rendre compte et le cas échéant subir les conséquences sous forme de sanctions. Alors ce qui nous paraissait essentiel, c'était en premier lieu que les acteurs les plus puissants soient amenés à rendre compte et pas seulement à prendre en charge. Alors je comprends bien l'ambiguïté parce que les entreprises ont déjà tendance à prendre en charge très largement les questions éducation, santé. Il y a presque un transfert de pouvoir qui est en train de se faire. Donc sous cet angle-là, je comprends vos réticences. Mais si on prend responsabilité au sens de rendre compte des conséquences des décisions, je crois qu'il n'est pas normal de commencer par les acteurs les plus puissants. Cela étant, nous avons dit, et je crois que Diana Mann a dit encore plus clairement, que les acteurs de la mondialisation ne se limitent évidemment pas aux États et aux entreprises. C'est vrai qu'il y a l'importance croissante et qui doit être croissante de tous les acteurs de la société civile autres que les entreprises. Donc moi j'ai parlé des experts, il y a le rôle des ONG, des syndicats, et de manière générale le rôle du citoyen tout simplement, tous les acteurs civiques en quelque sorte. Donc je crois que peut-être vous pourriez nous préciser, quand vous parlez de responsabilité, si vous le prenez dans le sens prendre en charge une affaire, un problème, une question, ou si vous l'employez dans le sens rendre compte des conséquences de ces comportements. Oui. Question. Je crois savoir que l'immeuble qui abrite l'Institut syndical européen abrite aussi les organisations syndicales mondiales. Et donc vous êtes particulièrement bien placé, au moins du point de vue de ce voisinage, pour avoir une idée de la... Est-ce qu'il y a une politique d'action syndicale qui pourrait être mise en regard de ce qu'on dit sur le développement des chaînes de production? C'est-à-dire, et c'était le sens de ma question tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est Sherpa qui intente une action contre Vinci en France, alors que juridiquement, il me semble qu'un syndicat français, c'est une entreprise qui a son siège en France, les syndicats français légalement sont en charge de l'intérêt collectif de la profession. Je crois qu'ils auraient même plus de facilité procédurale pour représenter les intérêts des... donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce type d'action internationale ?
Mais sur la première question, je ne pense pas qu'on peut dissocier franchement les deux parties, parce que on rend compte de quoi? On rend compte de ce qu'on a pris en charge en partie, en tout cas. Et dans le débat qu'on a écouté, c'était aussi les entreprises avaient à prendre en charge quelque chose qui était du domaine symbolique ou du domaine qu'on a vu en Inde plus concret, et puis en rendre compte. Et mon point était effectivement ici beaucoup plus, d'abord, je ne pense pas qu'on peut les distinguer de façon aussi radicale, mais sur l'idée que l'entreprise est ici, qui était aussi une vision de l'entreprise, qui est qu'une partie des entreprises. C'est la grande entreprise multinationale qui a investi à l'étranger. Ce n'est pas la forme d'entreprise qui est la plus courante. Et les autres entreprises sont aussi, sont sans doute encore beaucoup moins sur le radar. Donc je pense que moi j'étais plus à critique sur, attention, j'ai l'impression qu'on donne à l'entreprise de prendre en charge toute une série de choses que moi, à titre personnel, je préférais que Bill Gates s'occupe pas spécialement de la santé de tout le monde, et que ce n'est pas ça le modèle qui est dominant. Sur la deuxième question, c'est une question extrêmement complexe parce que c'est ça que j'ai essayé de dire assez rapidement avec les structures syndicales. Je vais parler au niveau européen. C'est-à-dire si vous voulez prendre en compte une chaîne de valeur, ce qui était une décision d'IG Metall et d'Industrial Hall, l'ensemble de la chimie, le métal et le textile, ça donne des frontières. Je veux dire, vous passez des frontières et vous passez, ce que j'essaie de dire aussi, vous passez des traditions. Vous êtes allemand avec un certain système de relations industrielles et vous allez vous occuper de chaînes de valeur, si on prend l'Allemagne, qui se retrouve essentiellement dans les pays voisins, par exemple dans l'automobile. Vous faites quoi? Vous imposez votre système, vous faites un compromis. Comment est-ce que vous faites quelque chose qui est finalement une alliance horizontale entre syndicats qui n'ont pas nécessairement la même tradition, mais qui ne viennent pas nécessairement du même secteur et qui donc qui peuvent avoir une conception du syndicalisme qui n'a strictement rien à voir entre défendre ses membres et vouloir être un syndicat de citoyens. C'est deux planètes syndicales qui cohabitent, mais qui rend très difficile. Alors, le débat a commencé, c'est un débat très très compliqué, a commencé parce qu'effectivement, les éléments se portent. Mais il ne faut pas non plus avoir d'angélisme là-dessus. Une partie de la compétitivité allemande est due aux mauvaises conditions salariales des pays voisins. On peut voir ça d'ailleurs dans les 10 dernières années, import-export de l'Allemagne, qui importe maintenant, a doublé ses importations des pays de l'Est voisins. Et donc, on peut avoir là aussi vision du syndicalisme, certains qui font un syndicalisme d'entreprise et qui défendent la compétitivité de l'entreprise centrale, et d'autres qui vont avoir une vision plus large. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est extrêmement compliqué de passer. C'est assez facile de passer d'un syndicalisme blabla international, on va sauver la planète, on fait machin chouette et tout le monde. Mais une fois qu'on doit concrètement s'occuper d'une entreprise et de le faire, il y a encore un long chemin syndical, je le crains, pour être franc. Pour le temps d'une ou deux questions autour de la table, après ça va être plus compliqué. William, vous vouliez... Oui, juste un mot. On voit bien à travers les interventions que ce nouveau paradigme qui fait que, quelle que soit sa position sociale et son statut, il y a de plus en plus de citoyens, d'acteurs privés ou publics qui se sentent les gardiens et les défenseurs d'un intérêt général menacé, va créer des nouveaux conflits, des nouveaux antagonismes avec les intérêts catégoriels et privés. C'est valable pour la société civile, qui a ses petits agendas parfois égoïstes. C'est valable pour les entreprises dont la légitime exigence de créer du profit vient en conflit avec les logiques de long terme. C'est valable pour les syndicats qui, en temps de crise, ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la défense de la biodiversité. Mais un exemple qui répond à votre question, en 2 mots. On a consulté les syndicats avant de déposer la plainte contre Vinci au Qatar. Il y a eu des tas de débats au sein de la CGT, CFDT, et on voit bien que c'était une question qui était compliquée, qui avait à la fois un tiraillement qui portait les syndicats à agir de façon citoyenne, et un autre qui, voilà, et c'est très compréhensible et très légitime, crée un certain inconfort en temps de crise, batailler contre son entreprise alors qu'il faut essayer de valoriser les logiques de négociation et de dialogue social peut paraître parfois difficile
douloureux. Mais derrière tout ça, il y a cette idée que s'infuse dans le cerveau de tous les acteurs une exigence citoyenne qui doit s'hybrider, se mutualiser, quoi qu'il en coûte, de gré ou de force, avec chacun des intérêts privés catégoriels qu'on porte. Merci. Merci beaucoup. J'ai promis, enfin nous avons tenu les horloges jusqu'à présent, donc on va essayer de le faire. Et comme nous avons prévu de terminer à 18h, je vais peut-être me rendre la parole pour quelques mots de conclusion sur ce colloque que j'ai trouvé passionnant de bout en bout, et notamment cette table ronde finale. Et mes réflexions seront plutôt je vais revenir à des réflexions de juristes, et qui peut-être aussi pour l'auditoire seront dans le lien avec le cheminement que nous avons eu lors des cours de ces 2 dernières années. J'évoquais en commençant le fait que le basculement du droit de la responsabilité à la fin du 19e avait marqué plus globalement une transformation profonde de la conception de l'État, et qu'il y avait donc des raisons de penser qu'aujourd'hui, à nouveau, le droit de la responsabilité était un point d'observation privilégié du sort de nos institutions dans le monde dit globalisé. Bon, l'intitulé de la chaire fait une distinction entre globalisation et mondialisation, mondialisation étant plutôt l'objectif de rendre humainement vivable la globalisation au sens étymologique. Mais comme ce n'est pas traduisible en anglais, c'est quasiment impossible de le faire comprendre. Et je pense qu'il faut le point de départ, c'est d'essayer de comprendre que nous ne sommes plus dans les mêmes cadres institutionnels que ceux qui ont vu l'affirmation de la responsabilité objective à la fin du XIXe siècle. Nous avons vraiment changé de modèle institutionnel, et le nouveau n'est pas encore né, mais on peut essayer de le dessiner. Et c'est ce que j'avais essayé de faire dans les cours, en disant que nous avions un déplacement d'un régime de loi, un effacement du règne de la loi, au profit d'un régime de lien. Alors, comme je suis vraiment pas très à l'aise avec les ordinateurs tous les jours, je vais faire un dessin au tableau, très simple, pour... Bon, ça marche, là? C'est bon. Vous allez voir, c'est un dessin pour enfants de 4 ans, donc ça va. Alors, le cadre institutionnel début 20e, celui qui voit s'installer l'État social, est si on prend la représentation au niveau national, on a l'État, on a les citoyens. Les citoyens négocient entre eux, font des calculs d'utilité, s'accordent, font des engagements. Si un engagement n'est pas tenu, on s'adresse à l'État qui va obliger à ce que l'autre rende compte des paroles qu'il a prononcées ou des actes qu'il a commis. Ça marche comme ça à peu près. Donc on a un plan horizontal des relations contractuelles qui est le plan du calculable, et puis on a tout ce qui est de l'ordre de l'incalculable et qui est pris en charge par l'État. Ce schéma, à peu de choses près, on le retrouve, pourrait rendre compte de l'entreprise aussi. L'entreprise est une structure close où il y a des contrats de travail, des salariés. C'est un modèle fermé sur lui-même. Et c'est l'entrepreneur qui répond des produits, qui répond des malfaçons. Et la responsabilité des salariés n'est engagée que sur le plan disciplinaire. On pourrait dire aussi que ce modèle est celui qui se donne à voir dans l'ordre monétaire, international. Il y a une valeur de la monnaie, par exemple Bretton Woods, avec une organisation, le FMI, qui est garante du système monétaire international. Chaque État est censé être sur un plan d'égalité. C'est encore la règle formellement au sein des Nations Unies. Les États sont censés être des entités égales. Et le commerce se fait sous l'égide d'une loi monétaire commune. Bon. Tout cela plus ou moins est en train de sauter. Alors, nous avions commencé à l'examiner dans le cours à partir de l'évolution des techniques de management et de transformation de la relation de travail, où à ce lien vertical,
subordination, a été substitué progressivement sous l'impulsion du management participatif, un nouveau type de lien où il ne s'agit plus tant d'obéir mécaniquement aux ordres que l'on reçoit, mais de réagir aux signaux que l'on reçoit en ayant une certaine zone d'autonomie. Et à bien des égards, c'est ainsi aussi que se réorganisent les relations internationales. Voir dans ce schéma, on pense en termes d'organisation internationale, et comme je l'indiquais tout à l'heure, le mot qui est apparu au début du XXIe siècle, c'est celui de coalition. Les Nations Unies se sont détournées de l'organisation. La coalition, ça consiste pour un État puissant à lever son étendard et à appeler auprès de lui des troupes. Je crois qu'il y avait 7000 Britanniques et 12 Ukrainiens dans la Seconde Guerre d'Irak qui ont rejoint ce... Alors, ce qui se tisse alors, c'est un système un peu différent, où vous avez effectivement des puissances dominantes qui vont appeler des grands vassaux, qui eux-mêmes ont des vassaux de leurs vassaux, et ainsi de suite. Ce schéma, c'est aussi celui des chaînes de production. Et dans ces chaînes de production, une entreprise dominée peut choisir, préférer d'avoir plusieurs suzerains. Il vaut mieux avoir plusieurs maîtres dans ce genre de situation. Autrement dit, vous êtes dans un système où la loi n'est plus là pour assurer à chacun les conditions d'une négociation à égalité et où la sécurité est recherchée en faisant allégeance à plus puissant que soi ou en cherchant à se garantir le soutien de moins puissants que soi. Comment est structuré ce type de lien d'allégeance? Donc ça ne marche plus à la loi, ça marche au lien. Dans ce type de lien où on retrouve, sans avoir besoin de gratter beaucoup, une structure de type féodal, le mot féodal, c'était tenure-service. Je te donne une zone d'activité et puis tu dois m'être fidèle en échange. Tu dois m'être fidèle, Treuepflicht en allemand, et je m'occuperai de toi, ça se disait Sorgenpflicht, aujourd'hui ça s'appelle devoir de vigilance. C'est-à-dire je concède une certaine autonomie à celui qui va me servir, et en échange, je dois lui assurer une certaine protection. C'est à peu près ça, le lien d'allégeance, et c'est celui qui tend à se développer, donc je le répète, aussi bien dans la sphère économique que dans les rapports entre les États ou aussi entre les organisations syndicales et les États. Entre les États, prenons un exemple simple actuellement, celui de la Grèce, qui est sous la tutelle monétaire de l'Union européenne, et il faut qu'elle fasse allégeance, qu'elle accepte un pouvoir de contrôle sur sa politique sociale et sanitaire, si elle veut sauver ses finances, et si elle veut échapper à l'étau d'un suzerain trop inflexible, elle peut peut-être être tentée de se tourner vers la Russie, de réactiver de vieux liens culturels et institutionnels. Mais nous ne sommes plus dans un schéma où on pourrait parler de l'État abstraitement, puisque nous avons affaire à des États bien différenciés qui occupent des positions et qui sont tous pris dans des positions où ils ne sont plus entièrement maîtres de leur sort. Tous, peut-être pas tous, parce que ce qui va de pair avec les structures d'allégeance, c'est le retour évidemment de figures impériales. Et ça, nous en avons des exemples où certains pouvoirs de type impériaux sont, eux, en mesure d'imposer leurs lois au-delà de leur territoire, y compris aux entreprises multinationales les plus puissantes. C'est l'exemple qui a été évoqué à plusieurs reprises dans nos travaux des programmes de compliance imposés, par exemple, par le procureur américain dans un certain nombre de domaines aux plus grandes entreprises et qui toutes se sont soumises. Parce que le risque, et lui aussi c'est un risque d'un type très féodal, c'est le bannissement. Être banni du marché, chassé du marché américain. Et face à ce risque, aucune entreprise n'a jusqu'à présent résisté. Alors, si je vous dis cela, c'est qu'il me semble que c'est dans ce contexte qu'il faut s'efforcer
de replacer les questions de mise en œuvre de la responsabilité. Nous ne sommes plus des responsabilités entre des sujets, qu'il s'agisse des individus ou des États, qui sont égaux les uns entre les autres, mais qui sont pris dans ces liens d'allégeance. Et la question est de faire en sorte que la responsabilité de chacun soit indexée sur le degré de pouvoir qu'il exerce dans ces systèmes, que je n'appellerai pas réseau plat par opposition à la verticalité de l'État, parce qu'il y a une pyramide de type féodal, mais qui est une pyramide, donc c'est pas la position de la... il faudrait nuancer ces images de la pyramide. Bon, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. Alors, dans ce contexte, le problème est peut-être comment peut-on civiliser l'allégeance, comment peut-on y réintroduire du principe de responsabilité et faire en sorte que celui qui domine autrui ait des responsabilités à hauteur du pouvoir qui est le sien, en entendant responsabilité dans les deux sens qui se sont aussi dégagés de nos travaux, c'est-à-dire à la fois le sens de devoir réparer, mais le sens aussi d'avoir un comportement responsable, de devoir prévenir. Alors, on a fait aussi l'inventaire de ce qui apparaît comme des nouveaux problèmes juridiques, en particulier celui de la personnalité morale, des coupe-feux qu'autorisent les constructions sociétaires et qui permettent de dissocier l'exercice du pouvoir économique de la responsabilité juridique. On peut dire à grands traits, c'est le deuxième point de ma conclusion, que en réalité, les outils juridiques pour faire face à ces situations, nous les avons. Je pense qu'il y a à peu près tout sur la table. Prenons, si on reprend les trois sujets que nous avons évoqués, l'identification des responsables, la détermination du juge, et puis le troisième, qui était le déclenchement de l'action. L'identification des responsables. On a dit le problème, je le disais en ouvrant le colloque, c'est bas les masques. Et ce bas les masques se référait évidemment à l'étymologie de la notion de persona, qui d'ailleurs n'était pas exactement un masque, c'était l'empreinte, c'était l'imago du défunt. À l'origine, il y a un très bel article de Marcel Mauss sur l'origine de la notion de personne. Mais enfin, la personnalité vue comme masque, qui permet à ce moment-là d'avoir des bandits masqués comme les frères Rapetou. Et le règne de la loi suppose de faire tomber les masques pour identifier ceux qui ont réellement commis tel ou tel acte. Eh bien, en réalité, d'abord, il y a de nombreuses dispositions, éparses, certes, encore, qui permettent cela. Lorsqu'il s'agit de faire respecter le droit de la concurrence, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas hésité une seconde à dire que la société mère était responsable des atteintes au droit de la concurrence de ses filiales. Ça n'a pas fait l'ombre d'un problème. Il y a des dispositions en matière de travail clandestin, il y a une jurisprudence qui a été commentée par Horatia Murvad, d'ailleurs, anglaise, récente, qui rend une société mère responsable des problèmes de santé dans ses filiales parce que la société mère, non pas qu'elle avait exercé un pouvoir, mais elle était la seule à détenir les informations qui permettaient de prévenir les risques pour la santé dans la filiale. Nous avons des exemples en matière d'environnement, ça a été cité aussi dans nos travaux, lorsqu'il apparaît qu'une société dominante a mis sur la paille une filiale pour la laisser sans ressources sur des sites pollués afin de laisser à l'État la responsabilité de la dépollution, il est prévu que l'on puisse rechercher la responsabilité de la société mère. Donc, nous avons des dispositifs éparses, mais nous avons aussi même des principes généraux. J'ai consulté, on a un peu souffert dans nos travaux du manque de civilistes dans nos petits groupes, donc j'ai consulté de savants civilistes pour me mettre au courant du dernier état de la jurisprudence. En matière qu'il s'agisse de responsabilité de fait des choses, de responsabilité du fait des personnes, nous avons une définition d'un principe général de responsabilité qui permet de lever le voile de la personnalité. Sur la responsabilité des choses, je vous cite un arrêt de 1993 de la Chambre civile. La responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérise la garde. Le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il établit que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même les dommages qu'elle peut causer. Bon. Alors, on ne saurait être plus clair quant au principe. Ensuite, il s'agit évidemment de le mettre en œuvre.
Concernant la responsabilité du fait d'autrui, dont vous voyez bien qu'elle est centrale dans le dispositif allégeance, parce que quand on marche au lien et plus à la loi, c'est la responsabilité du fait des liens qui va devenir importante. Et là aussi, une évolution bien connue des spécialistes de droit civil, marquée par l'arrêt Blick en 1991 également, a découvert dans l'article 1er dans l'alinéa 1er de l'article 1384, un principe général de la responsabilité du fait d'autrui qui pèse sur celui qui organise et contrôle l'activité d'autrui. Bon, alors voilà un mécanisme qui serait, j'allais dire, prêt à l'emploi pour s'appliquer dans le cas des chaînes de production, pour peu que le juge fasse preuve d'audace, ce à quoi nous invitait le président Canivet hier, que vous vous en souvenez sûrement. Bon, toujours dans la même logique, ce type de recherche de la responsabilité de celui qui a pris la décision ne doit pas être limité à l'entreprise, mais s'étendre, y compris aux organisations internationales. Desi Ventura nous a parlé de façon très, très éclairante des problèmes posés par l'épidémie Ebola et des travaux qui ont mis en valeur la responsabilité du FMI dans le démantèlement de systèmes de soins dans les pays les plus pauvres dans le cadre des plans d'ajustement structurel. On pourrait dire d'ailleurs la même chose en matière de droit à l'éducation, où on a, il y a 30 ans, dit qu'il fallait licencier tous les enseignants et que depuis 10 ans, on dit avec les indicateurs de développement humain qu'il faut augmenter les taux de scolarité. De telles aberrations justifieraient la mise en cause de la responsabilité des organisations internationales. Et nous avons cité hier un cas où, effectivement, une agence de la Banque mondiale doit actuellement répondre de soutien qu'elle a apporté en Inde à des projets d'investissement polluants. Donc, nous avons les outils. Le problème, c'est de savoir si on va les employer, d'où l'intérêt de l'action d'organisations, qu'il s'agisse des syndicats ou des ONG, qui, justement, les mettent en œuvre, mettant ainsi le droit, si je puis dire, au pied du mur. Bon, concernant le point des juges, alors, manquons-nous de juges internationaux? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est le trop-plein. En tout cas, au plan européen, nous sommes arrivés à une situation de chaos dans le domaine social. Je me garderai de sortir de mon champ de compétences. Mais c'est le chaos entre la jurisprudence, par exemple, de la Cour de justice des communautés européennes, non, pardon, de l'Union européenne, et puis la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un bras de fer que tout le monde connaît actuellement, lié au projet de ratification de la charte par l'Union, qui menacerait la position éminente que souhaitent conserver les juges de Luxembourg vis-à-vis de ceux de Strasbourg. Et sur de nombreux cas maintenant, il suffit de lire les attendus d'un arrêt, on s'aperçoit qu'il y a les conflits de jurisprudence sont nombreux. Et ce qui est intéressant dans cette situation chaotique, c'est de voir que, au fond, celui qui peut avoir le dernier mot, au fond, ça reste le juge national, peut-être. Si je m'en tiens encore aux questions sociales, l'action de la Troïka, qui est du même ordre que celle de la FMI, du FMI que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que la Troïka est un moyen pour l'Union européenne de s'attribuer des compétences dans des domaines que les traités lui refusent, c'est-à-dire par exemple les politiques de privatisation, de salaire, de négociation collective, où l'Union européenne n'a aucune compétence, mais par le biais des disciplines budgétaires, on a un pouvoir du coup de contrôle. Eh bien, dans ce contexte, ceux qui ont dit non, vous sortez de vos compétences et vous, de toute façon, vous portez atteinte à des obligations fondamentales des États et donc à des responsabilités sociales des États, en matière sanitaire par exemple, eh bien, ceux qui ont dit ça, c'est des juridictions constitutionnelles nationales. C'est par exemple le tribunal constitutionnel portugais qui a mis un coup d'arrêt à certaines des dispositions que le gouvernement portugais avait adoptées sous la contrainte de la Troïka. Il est d'ailleurs amusant de constater qu'actuellement, les deux juridictions, au fond, les plus résistantes, si je puis dire, en Europe, c'est d'une part celui qui a été le plus exemplaire en ce domaine, qui est le Bundesverfassungsgericht, qui, dès la déclaration au traité de Lisbonne, dit « Moi, je me fais le gardien du principe de démocratie
contre des développements du droit communautaire qui portent atteinte à un principe de la Constitution allemande qui est un principe indérogeable et intangible. Bon. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation paradoxale où la démocratie est réclamée d'un côté par les citoyens grecs et de l'autre côté par le tribunal constitutionnel de l'Allemagne, sans que les deux ne se parlent beaucoup, ce qui pourrait être pourtant intéressant. Donc, nous avons des outils. Il y a même des outils pour des sanctions, le cas échéant. Je ne reviens pas sur la discussion que nous avons eue avec M. Frérot, mais les taxes aux frontières ne sont pas forcément contraires aux règles de l'OMC, à partir du moment où elles respectent le principe de non-discrimination entre les entreprises locales et les entreprises étrangères. Alors évidemment, ça supposerait, il y a la question qui a été soulevée, d'un accord entre les pays européens pour mettre sur place une taxe aux frontières. Mais raisonnablement, on peut penser que si le choix est entre un accord mondial ou bien une capacité des États à gérer seuls ces problèmes, eh bien, il ne se passera rien. Et que c'est effectivement à des échelles continentales qu'il peut y avoir des avancées dans les domaines que nous avons étudiés. Je prends un dernier exemple dont j'avais eu l'occasion de parler à Mireille Delmas-Marty il y a quelques mois, inspiré par le remarquable livre de messieurs Garapon et Servan-Schreiber sur les deals de justice que j'évoquais tout à l'heure. Prenons l'affaire grecque. Bon, trafic des comptes, ça c'est pas bien de trafiquer ses comptes pour rentrer dans le club de l'euro. Trafic des comptes avec la complicité de la banque Goldman Sachs. Tout le monde le sait. Bon. Est-ce que Goldman Sachs doit répondre des fautes? Ils ont été complices. Dans le système américain, on pourrait dire oui. S'il y avait un procureur européen en compétence pour le faire, il pourrait dire « Monsieur Goldman Sachs, nous apprenons une chose fâcheuse, vous avez trafiqué, c'est très ennuyeux, parce que ça cause des dommages considérables à la population grecque. Ça se chiffre en beaucoup de morts, une dégradation de la situation sanitaire, taux de pauvreté gigantesque, donc il va falloir payer. Et si vous ne payez pas, vous serez chassé du marché européen. Ça serait la logique à peu près d'un programme de compliance. Et on pourrait dire à Goldman Sachs, vous allez installer chez vous maintenant un programme qui va permettre d'éviter la répétition de telles fautes. Techniquement, c'est envisageable. Qu'est-ce qui manque ici? Simplement un peu de volonté politique. Donc, je pense que pour les juristes, au fond, nous n'avons pas de raison d'être trop pessimistes. Et il y a d'autres outils que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, puis que nous n'avons pas non plus avec Philippe Pochet eu le temps d'évoquer, qui sont les contrats, les accords internationaux qui sont passés justement à l'initiative éventuellement de certains comités d'entreprise. Cette loi vigilance, donc la palette d'outils juridiques pourrait être enrichie. Notamment, on pourrait considérer que dans les règles de l'OMC, il y a une plus grande prise en compte du process et pas seulement du produit, c'est-à-dire la façon dont les produits sont fabriqués. Et là, sur ce sujet aussi, on ne peut qu'être frappé par une sorte d'hypocrisie quand même. Lorsqu'il s'agit de défendre la propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle, on n'hésite pas du tout à s'interroger sur le fait de savoir si ce produit est une contrefaçon ou pas, alors que si c'est une contrefaçon réussie, c'est exactement le même produit. Donc on ne peut pas vérifier le respect des droits de propriété intellectuelle sans prendre en compte le process. Et là, encore, ça ne pose pas de problème. Mais s'il s'agit de destruction environnementale majeure ou de travail des enfants, le travail des enfants, ça serait peut-être des exceptions. Mais en principe, on dirait non, les conditions sociales ou environnementales de production, ça n'a pas à être pris en compte. Donc là, on voit bien que juridiquement, on n'est pas dans l'ordre de la difficulté juridique ou de l'obstacle juridique, mais on est dans l'ordre de ce que nous avons appelé, une fois de plus, la schise. Entre, d'un côté, l'affirmation d'un ordre où règne la justice et le respect des droits, et de l'autre, le fantasme d'un mécanisme où les automatismes de marché permettraient d'obtenir une société harmonieuse. Alors, pour terminer, oui, je vais être obligé de m'accorder 5 minutes, et vous n'avez
comme j'ai le pouvoir du dernier mot, vous pouvez sortir, mais je voudrais terminer pour en aller un peu au-delà de nos travaux, parce que ce qu'ils inspirent, c'est la nécessité de revisiter certaines de nos catégories juridiques fondamentales. Ça a été dit, je fais juste une petite liste, parce que c'est comme une sorte de programme de recherche pour continuer dans les années qui viennent. Certainement le concept de propriété. Il ressort clairement de nos travaux que cette façon de concevoir la position de l'homme dans le monde comme un sujet face à un objet dont il aurait une maîtrise totale et qu'il aurait le droit de détruire, ça ne va pas quand il s'agit de notre rapport avec la planète qui nous porte. Donc, nous avons eu plusieurs exemples dans les travaux d'une relation plus subtile avec les choses qui nous portent et sur lesquelles nous avons certainement une maîtrise, mais une maîtrise qui doit être mesurée. Cela a été évoqué, notamment à propos de l'Amérique latine, mais d'une façon plus générale, la notion classique de propriété, lorsqu'elle est appliquée à la nature, ne mérite d'être visitée. Autre concept qui... alors celui-là, il est à peu près disparu du radar politique, enfin, c'est le concept de travail. Bon. Alors, il revient aujourd'hui parce qu'avec la robotisation, on dit que la robotisation va faire disparaître le travail. Mais serions-nous des robots ? Ou est-ce qu'il y a dans le travail humain quelque chose qui est différent du travail du robot ? Si oui, je ne vois pas comment les robots peuvent faire disparaître le travail. Donc on ne peut pas aborder ces questions très importantes et qui vont être massives de qui va porter les risques de ces transitions considérables liées au progrès technique sans remettre au centre de la réflexion une conception du travail qui parte de ce qui est propre au travail humain, c'est-à-dire la capacité de faire émerger du neuf. Et ça, les robots ne le peuvent pas. Mon collègue ici, qui est un des meilleurs informaticiens français, M. Berry, n'arrête pas de dire il ne faut pas oublier que les ordinateurs sont stupides. Bon. Donc le risque pour des entreprises ou des États qui projettent sur leurs travailleurs le modèle d'ordinateur, c'est de sombrer elles-mêmes dans la stupidité et de se priver des capacités de faire surgir du neuf. Donc il y a le concept de travail. Le concept de personnalité juridique, tout ce qui a été dit sur la nécessité de créer de la solidarité à l'intérieur des chaînes de production, de responsabilité solidaire, marque bien les limites d'une notion de personnalité lorsqu'elle est utilisée uniquement pour servir de masque et pour échapper à sa responsabilité. Le concept d'entreprise, rassurez-vous, il n'y en a plus que 2 après. Le concept d'entreprise, on y avait consacré notre séminaire de l'année dernière. Les travaux ont été publiés rapidement grâce aux éditions Dalloz. Et ces travaux avaient permis de mettre en évidence le fait que l'entreprise, ce n'est pas seulement l'entreprise multinationale de la finance. C'était aussi l'entreprise publique, c'est aussi l'entreprise... Parce que l'entreprise, c'est d'abord une liberté d'agir. Et cette liberté d'agir, rien ne dit à quelle fin elle va servir. Donc c'est en ce sens que défendre l'entreprise, c'est certainement... ça pose des problèmes très comparables à ce que j'ai dit à propos du travail. C'est-à-dire défendre l'entreprise, c'est lui permettre de se réinsérer dans un temps long de l'action, du projet, de sa réalisation. Or, c'est de cela qu'elle tend à être privée par des pratiques irresponsables de la finance. Mais pour avoir aussi cette capacité de projection, elle a besoin d'une finance responsable. Bon. Et là aussi, les dispositifs juridiques, on les connaît, puisqu'il faudrait quand même revenir, puisqu'on parle tant d'études d'impact pour les textes à venir, mais il faudrait peut-être faire des études d'évaluation sur les textes passés, s'interroger sur l'effet réel qui a pu être celui des réformes de la corporate governance qui ont enfoncé les entreprises dans le court-termisme en favorisant par exemple le rachat par les sociétés de leurs propres actions, en supprimant le principe de prudence des normes comptables. Donc on a eu de cesse d'enfermer les entreprises dans un temps court et avant de penser à empiler de nouveaux textes, peut-être faudrait-il faire un bilan de ce qu'ont donné ces réformes et pour revenir sur celles qui paraîtraient malheureuses au lieu, comme la loi Macron se propose de le faire, de foncer encore plus sur, par exemple, les distributions gratuites d'actions qui relèvent c'est un des mécanismes de mise en œuvre de la théorie de l'agence qui a prouvé sa nocivité.
Je n'ai plus que 2 concepts, rassurez-vous, donc dans 2 minutes, ça sera terminé. Autre concept à revisiter, celui de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le lieu normalement de la responsabilité politique. Et la démocratie implique autre chose que le choix de dirigeants après un spectacle électoral. Elle implique normalement ce que mon collègue Marcel Détienne a appelé des assemblées de parole. C'est-à-dire que face à des problèmes, les êtres humains s'assemblent et discutent ensemble pour avoir une représentation commune et de la situation et des objectifs qu'ils veulent atteindre. Et ces assemblées de parole ont le mérite d'être assises sur une expérience, et sur l'expérience du réel. Donc la démocratie est très importante, ainsi entendue, comme moyen de combler, de reconnecter, puisque c'est l'expression qui nous est imposée par l'imaginaire cybernétique, de reconnecter la décision avec les réalités de ce fameux terrain. Le dernier concept qu'il faudrait revisiter, c'est la responsabilité elle-même, mais j'espère que ces travaux auront contribué à entamer ce travail. Et pour terminer, d'abord, je vous remercie de votre patience, parce qu'il est 6h05. Je voudrais remercier vraiment très chaleureusement tous les universitaires et non-universitaires qui ont accepté de venir nourrir nos travaux. Vous dire que ceci, grâce à la diligence et à l'hospitalité de Monique Labrune, directrice éditoriale des Presses universitaires de France, ici présente, ces travaux seront publiés au plus tard. Nous en prenons un engagement de soft law, au plus tard début décembre, et vous y retrouverez donc l'ensemble de ces contributions. D'ici là, elles auront été mises en ligne, enfin les interventions des uns et des autres, sur le site du Collège de France, où vous passez une partie de vos nuits, j'en suis sûr. Donc, merci à tous, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et pour mon auditoire, je vous donne rendez-vous à novembre, parce que mon cours, cette année, sera en novembre, à l'automne, et il sera couplé en novembre avec une série de cours de Mme Janice Sarah, que vous avez entendu, sur les problèmes de régulation financière. Merci et bonsoir à tous.